Bonjour, bienvenue pour cette conférence donc intitulée Représenter l'incommensurable. Donc je vais présenter un petit peu d'abord le thème de la table ronde. On va partir donc, comme on a un festival de science-fiction, de l'imaginaire science-fictif, mais en fait c'est un peu un piège. On va pas tant parler de space opéra que ça. Mais bon, en gros, donc l'imaginaire de la science-fiction regorge d'objets qui, même s'ils peuvent donner lieu à des descriptions scientifiques et littéraires. Les illustrateurs de science-fiction, on pense aux couvertures de space opéra, de hard science, voilà, relèvent régulièrement le défi de représenter des vaisseaux, des artefacts technologiques, des objets célestes, dont le gigantisme le dispute à la complexité. Nos invités ont eu à peu près pour tous et toutes affaire à l'illustration de science-fiction, mais ils ont ceci de commun qu'ils ont fait un pas de plus dans l'incommensurable, de manière, un pas de plus dans l'incommensurable, à savoir représenter des espaces, des lieux impossibles à cartographier, susceptibles pour certains de faire vaciller notre raison et mettre à mal nos repères spatiaux. De la cité diaphane de Roche-Étoile du roman de Anouk Faure à la ville de Yerminalingrad en passant par Störkeville et le monde de Tust, on a donc 3 artistes qui ont eu maille à partir avec des lieux à la géographie étrange, qui sont impossibles à rationaliser, et dont ils ont tiré des illustrations puissamment évocatrices, qui disent en même temps les aspirations et les achoppements des êtres et des civilisations qui les ont imaginés et bâtis. Donc voilà, il y a quelque chose qui dépasse la raison, et tout ce que ça porte, le côté mythologique, je pense qu'on évoquera. Et donc cette table ronde a pour objet de leur donner l'occasion de parler de leur travail, de la manière dont ils parviennent à nous conférer cette sensation de démesure qu'en science-fiction on appelle aussi sense of wonder, même si c'est pas tout à fait synonyme, mais voilà, c'est pour faire un lien. Donc je vais d'abord présenter donc nos trois artistes. Donc Anouk Faure est née en Nouvelle-Calédonie. Elle est artiste plasticienne et sa pratique se centre autour du dessin à l'encre et aussi de la gravure à l'eau forte. Elle explore les textures et la richesse du noir et blanc et réalise aussi des couvertures, par exemple celle de La Nuit du Faune de Romain Lucaso chez Albin Michel Imaginaire, ou encore Trafalgar à la Volte en 2019, donc Trafalgar de Angelica Gorodica. Et elle a publié un album jeunesse, Les éléphants sans pattes, qui est paru chez Alice Jeunesse, et elle a publié un premier roman, La Cité diaphane, aux éditions Argile, donc au début de l'année 2023, qui est une fantaisie gothique, torturée, ponctuée de nombreux rebondissements, où la démesure des décors n'a d'égal que l'orgueil et la folie des hommes. Donc c'est un peu le descriptif, mais pour donner un exemple qui va peut-être parler plus graphiquement, en le lisant, on pense par exemple aux jeux vidéo type Elden Ring, voilà. Pas si c'est des influences, mais en tout cas, comment Dark Souls surtout. Dark Souls, voilà. Merci. C'est ça. Plutôt Dark Souls. Donc voilà. Et en fait, le roman est parsemé plutôt illustré par des eaux fortes de Anouk elle-même. Donc voilà, nous avons également Arnaud Magnac, qui est illustrateur, auteur, éditeur, qui travaille sur tout support et pratique autant le fanzina que la micro-édition. Et il a illustré et cartographié 2 ouvrages chez Dystopia, Bienvenue à Störkeville, donc de Bob Lehman, et Tust de Luvan. Là, c'est plus la partie cartographie, mais il y a aussi des illustrations. Sa technique oscille entre un dessin pointilliste en noir et blanc à des peintures plus colorées d'horreur. C'est un spectre et des influences qui semblent être très riches et aller du fantastique et du gothique à la Lovecraft au manga d'horreur. Faudra pas hésiter si c'est pas du tout ça. Et puis Stéphane Perger, qui est artiste, illustrateur, dessinateur de bande dessinée, qui a publié son premier album en 2005 et qui depuis enchaîne les projets de bande dessinée dans différents genres. Il y avait la série Sequana de fiction post-apo dans une paroi immergée. Je sais plus si c'était post-apo.
C'était dans un Paris immergé. Je l'avais lu, mais à l'époque. Oui. Paris 1910, la crue. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Mais j'avais gardé des images un peu apocalyptiques. C'est fantastique, ouais, oui, apocalyptique parce que l'eau remplit toute la ville, donc ça donne un effet miroir à Paris. Donc sur un scénario de Léon Henry. Et puis voilà, on va du polar brumeux avec Scotland Yard, à l'espionnage avec complot, la science-fiction avec Odyssée sous contrôle, et puis le comics qui est une part importante de à la fois tes influences et surtout ta pratique en fait, avec donc cette dernière série Luminary qui paraît actuellement. Le 3e tome vient de paraître chez Glénat. Et donc il y a beaucoup de choses à dire sur vous en fait, mais il réalise donc également la plupart des couvertures de la maison d'édition Dystopia, avec un rapport donc au texte inspiré, qui est à la fois très intime puisqu'il lit le texte, la couverture après, et très libre dans les choix artistiques. Et enfin, donc notre 4e invité est donc Quentin Boéton de la chaîne HAL 236, qui est diplômé des Beaux-Arts de Paris, qui est ancien prof d'art plastique et qui a lancé en 2016 une chaîne YouTube qui s'appelle donc HAL 236, et HAL 236, c'est le raccourci clavier pour le symbole de l'infini. Avant qu'il y ait eu un sombre bail et que ça devienne un Y avec un accent, donc c'est un peu nul, mais maintenant donc j'en ai des centaines sous mes vidéos, c'est un peu triste, mais voilà, vous savez tout. Et donc voilà, il est fasciné par l'étrange, l'esthétique dark, les œuvres de peintres comme Jérôme Bosch ou Giger, voilà. Et il explore dans ses vidéos les images folles, l'art, le cinéma, les mythologies, les symboles. Et puis il fait également de la composition musicale, ce dont les chanceux ont pu avoir un aperçu hier lors des lectures musicales. Ouais, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, parce que là c'était pour illustrer un texte de Léo et tout, mais ça reste, oui, je fais de la musique et c'est trop cool. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a une érudition et surtout une curiosité qui vraiment se manifeste complètement dans cette chaîne de HAL 236. Et donc il contribuera à aussi alimenter cette discussion de son érudition, de sa passion pour l'art de l'ineffable et de l'insaisissable. Enfin, si tu veux bien. Donc voilà pour la présentation. On va commencer par quelque chose qui va peut-être être un peu plus classique avant de partir dans l'infini et l'ineffable et les grands anciens. Simplement en première évocation, le thème de la table ronde semble se prêter vraiment à la question de la représentation des espaces, et notamment de la question de la ville et de l'architecture, puisque on est tout de suite sur des questions d'échelle, de topographie. On a aussi des grands illustrateurs ou scénaristes de BD de science-fiction avec les cités obscures. Enfin voilà, on a tout un imaginaire lié à la ville et l'architecture, où l'enjeu est à la fois de donner une impression de gigantisme, mais aussi parfois d'un espace qui dépasse l'entendement, jusqu'à provoquer le vertige. Donc ma première question, c'était d'une part, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question de l'architecture? Est-ce que dans cette question de l'incommensurable, comment vous définissez ce rapport à comment comment est-ce que vous articuleriez votre rapport aux espaces en fait construits par l'homme plutôt? Il y a ça notamment dans la cité diaphane, voilà. Et est-ce qu'il vous est arrivé de concevoir des œuvres dans l'idée justement de donner cette impression de gigantisme de par l'échelle? Je sais pas si la question est claire. Peut-être on peut donner la parole à nous par rapport justement à la cité diaphane. Je vais essayer de répondre. Déjà, je peux commencer par dire que je déteste la perspective. Ah oui, c'est moi. Enfin, plus maintenant, mais
Mais oui, donc du coup, enfin pour La Cité diaphane, c'est un roman que j'ai commencé par écrire sans intention de l'illustrer. J'avais vraiment juste, enfin voilà, ces images, cette atmosphère en tête de cette cité gothique, voilà justement très très élancée, qui est présentée, enfin qui est sur un promontoire rocheux et qui est élancé vers le ciel, qui est aussi, enfin symbole de la démesure religieuse du peuple qui vivait dans cette ville. Et donc j'étais, enfin voilà, quand on écrit, on peut laisser vraiment libre cours à son imagination. Enfin, je pouvais faire des descriptions fabuleuses sans aucune contrainte. Et ensuite, je me suis mise en tête de l'illustrer. Et là, je me suis dit, ah oui, l'architecture gothique, c'est dur quand même. Pourquoi j'ai écrit ça? Donc j'ai beaucoup maudit mon moi écrivain, qui avait juste à taper sur son clavier. Et je pense que, enfin, l'architecture gothique, en fait, déjà en elle-même, porte une espèce d'élévation vers le ciel, même presque sans rien faire. Juste si j'avais recopié des photos, il y aurait déjà eu cette espèce de magnificence, d'orgueil presque qu'on peut ressentir dans cette architecture très aérienne, très très en dentelle. Et souvent, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que j'ai fait, par exemple, sur la couverture que j'ai faite pour le roman Rendez-vous demain chez De Noël de Christopher Priest, qui est aussi dans le cadre de la Londres victorienne, mais avec plusieurs époques qui se croisent. Il y a vraiment une idée de couche. C'est en fait travailler en déformant la perspective, c'est-à-dire en faisant des perspectives contraires sur la même image, donc en créant des effets finalement de distorsion qui vont, même si on va pas forcément s'en rendre compte parce que l'œil n'est pas forcément très habitué à étudier les lignes de fuite sur une image, malgré tout ça va créer une sensation d'étrangeté et de déformation, comment dire, de quelque chose d'irréel et qui du coup échappe un peu à la normalité du monde. Donc c'est un peu ça mon approche par rapport à l'architecture. Et donc il y a cet exemple-là. Et alors je pensais à on travaille dans le cadre du comics. Et justement, pour rester dans cette question de la ville, le comics parle souvent dans des grandes villes américaines avec voilà. Et je me demandais justement, au contraire des villes qui peuvent paraître assez normalisées, et le fantastique émerge plutôt de ce qui s'y passe. Et est-ce que du coup il y a ce côté décor où en gros, par exemple, si tu comparais ton travail sur des illustrations pour Yarmina Lingrad, dessin, et le travail dans le comics, quelle différence tu verrais si tu en as eu? Différence bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, hein, c'est ça. Bon, alors pour les comics, effectivement, les villes sont assez prédominantes parce que c'est des villes américaines, du coup démesurées, quand on peut les voir, des buildings partout. Donc l'homme est tout petit dans cet enchevêtrement d'architecture. Donc ça, après, c'est plus après, c'est des personnages à pouvoir, donc on est quand même, on est quand même sur eux beaucoup, et la ville est plus un décorum qu'autre chose, mais c'est un décor qui les magnifie parce que tout, un peu comme l'architecture gothique, tout tend vers le ciel comme ça. Tu as envie de monter, t'as envie de décoller en fait. Donc il y a ça, c'est-à-dire c'était le fait que ce soit incommensurable, justement, c'est que les buildings sont tellement hauts que le ciel, tu le vois, tu peux le cacher en fait, parce que tu peux avoir des images avec uniquement de l'architecture, et tellement haute qu'en fait les cases ou les pages ne suffisent pas à montrer même un bout de ciel. Donc c'est ça qui donne cette atmosphère un peu comme ça, remplie de bâtiments, d'immeubles, tout ça. Après, à contrario, alors Yarmina Dingrad, qui est le lieu où se passent tous ces livres-là, Yamaloka, Barayogoi, Tajele, je sais, c'est des noms un peu étranges, mais hein. Là, par contre, c'est effectivement ville de bloc de l'Est, ville inventée. Et c'est une ville qu'on n'a pas circonscrite. C'est-à-dire que
de fait, elle est incommensurable parce qu'elle n'est pas mesurée. Il n'y a pas de carte de Yerménadingrad. C'est-à-dire qu'elle est aussi grande que l'imagination peut la laisser paraître. Donc, pour l'illustration, c'est plus compliqué parce que il n'y a pas de limite. C'est Fantasia, quoi. Et donc du coup, ce que j'ai fait, moi, je me suis contenté d'essayer d'être aussi dans ce truc d'imagination, c'est-à-dire je vais faire tout ce que je peux, tout type d'architecture, parce qu'en fait tout peut rentrer dans cette ville. Donc je vais pas essayer de faire un plan du dessus parce que voilà, c'est pas le but. On est dans une ville où on n'a pas besoin de sortir, en fait. C'est une ville qui se répand, qui est aussi longue que ce que tu peux imaginer, et même voire plus. Donc du coup, tout peut rentrer dedans. Donc après, l'architecture utilisée, elle est plutôt effectivement le béton est roi, et après il y a des architectures assez folles. Il y a des où là j'ai même pas besoin d'imaginer parce que les architectes de l'Est ont fait des structures juste assez dingues. Donc il suffit de se balader dans toutes ces photographies d'architecture pour laisser voguer son imagination. Donc après c'est plus centré sur des séquences, sur des scènes, sur ce que je peux imaginer des personnages qui se baladent dans cette ville-là, mais en fait, l'incommensurable, il est dans la ville elle-même. En fait, on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière la rue suivante. On peut pas vraiment se douter parce que il se passe tellement de choses dedans. Tous les textes sont très très différents, écrits par beaucoup d'auteurs. Assez différents aussi dans l'écriture. Donc du coup ça ne s'arrête jamais. Donc dans le dessin, c'est aussi moi je peux faire ce que je veux, je peux y rentrer ce que je veux. Le seul leitmotiv, c'est que ça va rester gris béton et que ce sera quand même assez glauque. Voilà. Et du coup, pour Arnaud, toi, alors à ma connaissance, parce que je connais pas tout ton travail, mais on est moins sur des cités gothiques ou voilà. Mais par contre, t'as effectivement aussi illustré un recueil qui se passe dans une ville, mais là, on est plutôt sur une ville perdue des États-Unis. Et là, voilà, enfin, j'imagine que le travail n'est pas du tout pareil, mais il y a aussi cet enjeu de cartographier, Ouais, l'architecture, c'est vraiment pas du tout mon truc. J'aime pas les lignes droites. Et donc j'ai eu un peu peur avec ton début de question. Mais oui, dans la ville dont tu parles, dans Sterkéville, ville imaginaire aussi, on est vraiment plus sur une petite ville américaine, donc un peu perdue aussi dans l'immensité des espaces américains. Du coup, dans mes illustrations de la ville, j'ai toujours mis la nature est toujours autour, en fait. Et puis même, enfin, j'ai essayé de la faire pas menaçante, mais toujours présente autour. Et dans plusieurs des nouvelles, le fantastique vient de la nature notamment. Donc l'aspect ville, ouais, pas hyper présent, ce qui m'allait très bien pour le coup. Et à cartographier, j'ai pas mis la carte. À cartographier, oui, c'était plus, comme je disais ce matin, une carte assez illustrative. C'est pas une carte pour se repérer du tout. Donc on est un peu dans l'incommensurable aussi. Et non, ouais, voilà. Donc j'ai perdu le fil de la question. Et peut-être quand même, j'aimerais bien aussi poser la question à Quentin par rapport justement à ouais, enfin. Alors, pour faire le chemin, c'est marrant qu'à la base, moi, je me suis intéressé à l'étrange, à l'horreur, etc. Donc, c'est plutôt des choses qui passent par les monstres, par des actes, etc. Mais très vite, t'as la question du décor, en fait, qui rentre en jeu. Et donc, dans le décor horrifique, tu vas avoir beaucoup de choses. L'enfer pour les tropes les plus connues. Enfin, tu vas avoir des choses, le cauchemar, ça va passer par
des choses qui sont de l'ordre de l'ambiance, de la lumière, etc. Mais tu as aussi, et de plus en plus, des gens qui font du décor un vrai vecteur d'horreur, voire même un personnage principal. Et où quelque part, les gens qui s'y promènent sont quelque part des petites scories dans ce truc qui va leur survivre, etc. Et à mesure que je cherchais des œuvres pour essayer de diversifier un peu les choses, je suis tombé de plus en plus sur... alors je pense notamment à Blame, sur lequel j'ai fait une vidéo, qui est un manga, qui se passe dans une superstructure robotique, et on voit un personnage qui erre là-dedans, et tout est absolument gigantesque, colossal. Il est sans cesse écrasé. Enfin, il y a une idée de vertige inversé où en fait, quand tu es au pied d'un bâtiment, tu peux, c'est ce que tu disais avec ta perspective un peu déformée, vraiment l'impression que tu vas te faire dévorer par quelque chose qui te dépasse. Et dans Blame, je voulais parler du fait que l'incommensurable, il s'est d'abord plus ou moins traduit par le verbe, entre guillemets, avant on ait des fictions qui décident de partir dans des univers vraiment incroyables avec une dimension architecturale très ambitieuse. Et je pense notamment à la bibliothèque de Babel de Borges. Si vous l'avez pas lu et que vous connaissez pas Borges, moi j'ai lu que ça, mais c'était une énorme claque. En gros, il décrit une bibliothèque infinie qui contient tous les livres du monde avec toutes les langues, et c'est des espèces d'octogones qui s'emboîtent. Enfin bref, c'est un langage presque poético-scientifique, parce que c'est assez aride à lire, mais en fait il va tellement loin dans les descriptions et dans des choses que tu peux pas traduire en fait par le verbe permet des choses qui sont c'est à ton imaginaire d'aller chercher ta vision de la chose, donc du coup tu vas directement vers ton propre vertige sans avoir forcément à le faire figurer, quoi. Et dans Blame, je reviens là-dessus parce qu'il y a un moment qui m'avait vraiment marqué, c'est que le personnage principal, qui s'appelle Kili, au début on le voit débarquer, on sait pas qui il est, et il rencontre des autochtones qui sont perdus dans la mégastructure, et ils lui disent qui es-tu et d'où viens-tu, et il dit juste je viens de 3000 niveaux plus bas, quoi. Et juste cette phrase-là, ça m'a mis un espèce de frisson de genre waouh, juste avec ça, il a réussi à me montrer qu'en fait il s'était dans quelque chose de vertigineux alors même que je l'ai pas vu, quoi. Et je pense que il y a déjà cette idée du verbe de la démesure, et on rattache un petit peu aussi quelque part à l'indicible de Lovecraft, et on avait ce questionnement de dire est-ce que ça vaut le coup même de s'attacher à représenter quelque chose qui fera quelque part, entre guillemets, pas forcément mieux que notre imaginaire, notre propre rapport au vertige. Par exemple, moi, je peux plus, j'ai un gros problème de vertige, je prends plus l'avion depuis 10 ans, j'arrive pas à monter au-delà du 5e étage, donc c'est vraiment un vrai problème dans ma vie. Mais pour autant, je suis, c'est bizarre, c'est le côté contradictoire de l'art mais je suis fasciné par toutes les œuvres qui justement vont pouvoir quand même de façon safe me confronter à cette envie de grandeur, de vertige. Il y a quelque chose que tu peux vraiment... il y a une vraie horreur liée à l'espace, en fait, un malaise souvent sur lequel tu n'arrives pas à mettre le doigt. Et je rebondissais 2 secondes sur ce que tu disais sur les architectures soviétiques. Je trouve que ce qu'elles ont de si particulier, c'est que c'est souvent des architectures de pouvoir, en fait. Donc des architectures qui sont censées te remettre à ta place. Et ça passe forcément par des choses qui vraiment ne sont pas faites pour l'humain quelque part, et je pense aussi au brutalisme qui va être voilà, c'est souvent des structures en béton immenses avec des lignes très droites, très froides, mais qui te donnent l'impression d'être que c'est inhumain, quoi. Et je pense que dans la fiction, ça se développe de plus en plus. Je pense aux Backrooms qui est vraiment une fiction internet, mais qui est en train de se développer uniquement autour de l'architecture et du malaise, des textures de moquette, on te dit juste que tu as cette pièce qui a l'air tout à fait banale, on te dit qu'elle se répète à l'infini, juste dans un petit bout de phrase, et ça suffit à ce que la photo ait directement une aura qui te met mal à l'aise, quoi, alors que c'est une photo assez banale, quoi. Et du coup, comme on est, vous dessinez, mais vous écrivez aussi. Donc, je trouvais intéressant de quand même remettre l'idée que souvent, pour montrer du gigantisme, t'es pas obligé de montrer ta ville en entier, mais de montrer juste quelqu'un perdu au milieu d'un détail de ça, mais faire comprendre qu'il est perdu par la technique. Ça peut être la lumière, ça peut être la compo, ça peut être plein de choses un peu subliminales, tu vois, que t'as pas forcément à pointer, mais qui vont transparaître, enfin, qui vont se ressentir chez les gens qui vont le lire, quoi. Juste pour rebondir, c'est vrai qu'effectivement, souvent, la meilleure façon de représenter l'incommensurable, c'est dans ce que tu montres pas et de ce que tu écris pas, quoi. Typiquement, tu parlais de Lovecraft, c'est vrai qu'il présente beaucoup de... Enfin, je pense que c'est Lovecraft qui a gardé au goût du jour le mot indicible. Et il y a ces adaptations en manga par Gotanabe qui sont fabuleuses, parce que justement, moi, je me disais, oh là là, représenter Lovecraft, c'est quand même hasardeux, parce que ça va forcément diminuer la portée du chose si tu la représentes. Et justement, il va faire des images qui sont très sombres, où on comprend pas forcément toujours ce qu'on voit, et dans ce mystère, dans cette incompréhension de l'image, finalement, du coup, il y a l'imagination qui prend le pas. Et c'est ça finalement qui donne aussi la puissance. Et ben pareil, dans un roman ou dans une image, c'est aussi beaucoup le non-dit sur lequel on joue. Oui, et ce qui est intéressant quand on fait justement un livre illustré,
Sturkeville, qui a un peu un univers pas très loin de Lovecraft, c'est de pouvoir choisir la scène qu'on va mettre en image. Et il y a quand j'ai lu certaines des nouvelles, il y avait des choses qui m'ont tout de suite hyper frappé, et je me suis dit, ça c'est vraiment une idée de ouf, elle est vraiment géniale, mais je vais pas l'illustrer parce que je vais laisser aux gens le loisir de pouvoir se l'imaginer eux-mêmes. Et du coup, ouais, laisser du blanc. Et il y a aussi une autre nouvelle dans Sturkeville où un personnage navigue entre deux réalités possibles, et lui, il arrive plus ou moins à percevoir les réalités qui n'existent pas. Et donc, je sais pas si on voit l'image. J'ai fait cette image derrière où on voit le personnage qui est face à une silhouette que j'ai pas dessinée. Donc en fait, elle est toute blanche et elle ressort dans tout le reste qui est dessiné. Et donc en fait, je l'ai pas représentée. Elle est pas là, mais on la devine quand même en négatif. Et le dessin permet justement de jouer avec cet espace négatif là où on a ce pouvoir que du coup le texte n'a pas forcément non plus, quoi. Et même le hors-champ, le hors-case, ou même le fait de, comme dans les films d'horreur où tu vois l'horreur du personnage plutôt que le monstre en lui-même, et quelque part c'est plus terrifiant de voir la personne en train d'avoir peur que de montrer et quelque part décevoir en révélant, quoi. T'as aussi ce risque de dire ah c'est pas comme ça que je l'aurais vu, ah il a pas réussi à traduire parce que ça vous allez nous en parler, mais il y a un truc très comment dirais-je, concret qui est comment est-ce que je représente avec quelle technique. Qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, c'est des choix pour le coup vraiment artistiques qui sont très forts, quoi. On est en train de casser tout le truc de la conf parce qu'on est en train de dire que représenter l'incommensurable, en fait, c'est ne pas le montrer. Justement. Complètement. D'ailleurs, c'est vrai que dans la Cité diaphane, en fait, les trucs vraiment incommensurables, c'est les trucs que j'ai pas dessinés, parce que enfin, j'ai dessiné soit genre la scène juste avant, ou carrément toute une partie que j'ai choisi de pas représenter parce que je pensais que le texte ça aurait un peu défloré le pouvoir évocateur du texte de représenter, en fait. Je confirme, il y a une scène en particulier, en fait, c'est justement qui est très vivace en fait dans l'imagination, parce que elle est aussi très organique, et c'est, je m'étais dit en lisant le livre, j'étais là, j'aime bien même en fait le choix justement de quelle scène va être illustrée et pas telle autre, et qui fait aussi que même si on se spoil avec les images, on peut pas se spoiler vraiment. Voilà, c'était juste une petite Non, puis je voulais rebondir aussi, tu as parlé de Blame, et ce qui est assez fascinant et incommensurable un peu dans la ville de Blame, c'est qu'elle est en fait, elle est un peu architecturale, mais vachement organique aussi, avec tous ces réseaux de câbles, de tuyaux qui fonctionnent comme des veines. Et c'est un corps machine, en gros. Ouais, c'est exactement ça. Les tuyaux sont des veines. Il y a un truc vraiment. Et ce qu'on retrouve aussi un peu, je trouve, dans certaines de tes illustrations de Yerminaningrad. Ouais, il y en a une effectivement avec la ville, avec des câbles qui sortent de partout. On sait pas trop ce que c'est, on sait pas à quoi ça correspond. D'ailleurs, moi je l'ai pondu, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais c'est sorti. Et effectivement, ouais, c'est essayer de donner une image qui te questionne tellement parce que tu sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Et du coup, l'incommensurable, il est peut-être là, c'est que quand tu arrives à montrer quelque chose qu'en fait qui est pas vraiment discernable pour le coup, qui reste plein de questions, qui arrive à te fasciner toi-même, voilà. Aussi. Il y a de ce ordre-là, arrive à faire un truc où tu dis waouh, ça me fait de l'effet, même à moi qui l'ai fait. Si t'arrives à atteindre ça, c'est souvent. Oui, ça arrive, ouais, parfois. Je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment, j'ai l'impression, à la limite en fait de la forme, et même presque du figuratif, quoi, dans ces moments-là où on peut s'abîmer dans la contemplation d'un détail. Pardon, on perd de vue l'ensemble de l'image, et ça se voit aussi dans le travail je trouve, Anouk, notamment pour la couverture de la Volte pour Trafalgar. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous questionne des fois en tant que justement de dessinateur figuratif, ces limites? Justement, ouais, c'est ce que tu dis par rapport au figuratif. Du coup, tu fais un appel vers l'abstraction, justement. Nous, généralement, effectivement, on a cette envie de dessin, donc on a tendance à vouloir figurer les choses, parce que quand on lit les bouquins qu'on va illustrer, forcément, il y a des envies qui jaillissent, on a envie de montrer certaines choses. Après, faut qu'on fasse le tri avec tout ce qui passe. Mais parfois, alors pour Yerminaningrad, ça m'est déjà arrivé, je sais plus dans Tadjele ou je sais plus, où en fait, le récit, je me suis imposé de faire une abstraction géométrique, en fait.
parce que je voulais pas représenter quelque chose de parlant où on puisse se retrouver en fait. Je voulais vraiment voilà qu'on reste sur quelque chose, voilà un truc qui bouge, quelque chose qui t'interpelle mais qui est pas réel, qui est pas physique. Tu parlais tout à l'heure de voilà quand en SF on montre des grandes je sais pas de figures géométriques, tu vois le 2001 tout ça, enfin tu vois ces choses-là c'est que tu vois, tu comprends la chose, mais en même temps, tu sens que derrière, il y a encore beaucoup plus de choses que ce que ça dit vraiment, en fait. Ça reste une abstraction en tant que forme figurative quand même. Donc, c'est toutes des choses qui doivent s'imbriquer un peu comme ça dans l'imagination, parce que voilà, on essaye on essaye en figurant quelque chose de rester quand même dans de l'imaginaire. Et c'est ce petit combat là qu'on essaye de mener, où on n'essaye pas. Enfin, moi personnellement, je veux pas forcément figer le regard du lecteur sur quelque chose. J'ai envie plutôt qu'ils se disent ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière, ou d'où vient cette lumière, pourquoi, où est-ce qu'on est exactement, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il peut y avoir ailleurs, enfin, etc. Donc c'est un dessin que tu travailles en espérant que les gens vont penser aussi à ce qu'il y a dans la profondeur de champ ou même hors cadre. Ça peut être assez drôle aussi de voir les choses comme ça. Tu montres un petit bout pour dire que en fait tout est beaucoup plus grand et que tu peux pas le représenter vraiment quoi. Voilà. Moi ça me fait penser, on parlait d'abstraction et aussi un peu du less is more, enfin de la soustraction, c'est-à-dire et j'ai 2-3 exemples en tête, notamment je pense à Rodzinski et Van Damme. Donc il y a Rodzinski, ils ont fait tous les deux Torgal, où il y a une scène notamment qui s'appelle au-delà, enfin ils vont dans l'au-delà en gros, dans la mort, au-delà des ombres, merci beaucoup, et ils rencontrent la mort et en gros c'est un cube qui flotte au milieu de l'obscurité totale, donc c'est uniquement du noir et il y a des fils blancs qui sont les fils de la vie et le héros doit sacrifier au hasard. Ouais, il est génial cet épisode. Il est incroyable, mais du coup c'est uniquement l'obscurité noire. Et il y a la même chose dans Le Grand Pouvoir du Schlinkel, qui est un autre truc. Lisez ça si vous pouvez, c'est génial. Et à un moment, le héros tombe avec son love interest, entre guillemets, il tombe dans le néant. À un moment, il passe une porte, et ils sont vraiment dans le néant. Et c'est uniquement du blanc. Et il tombe en fait dans le vide et du coup ils pensent qu'ils vont mourir, mais au milieu du blanc il arrive avec rien du coup techniquement à rendre le truc totalement terrifiant. Et c'est parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien amené, parce que la BD est hyper foisonnante et à un moment t'arrives dans cette coupure, même formellement tu vois, il y a un truc qui est super. Et le dernier exemple que j'ai en tête qui du coup joue aussi sur cet incommensurable et qui m'a terrifié, mais ça fait partie des images qui me hantent encore un peu, même si le film bon je suis un peu plus réservé sur l'entièreté du film, c'est Under the Skin avec Scarlett Johansson. Il y a une scène, en gros, elle attire des hommes dans une espèce d'endroit où comment vous dire, elle recule et dans une pièce sombre et la personne avance un peu hypnotisée par elle parce que voilà, elle les séduit, elle est extraterrestre même, je crois. Donc voilà, il y a ce truc un peu hors de l'humanité. Ils avancent et eux, en fait, s'enfoncent dans une espèce d'huile noire alors qu'elle recule et reste à la surface. Et en fait, ils vont rentrer dedans et être complètement entourés de ténèbres jusqu'à regarder en haut et la voir marcher sur le sol. Et il y a un moment où ils sont en train de flotter pendant 10 secondes au milieu du néant. Et je jure qu'avec rien, c'est un des trucs les plus terrifiants. Donc comme quoi, je trouve ça intéressant de voir que t'as pas besoin d'une débauche de moyens, de montrer que t'as des skills d'architecture incroyables. Parfois, cet incommensurable, il tient à des choses pas existentielles, mais hyper fines. L'obscurité, quoi. L'obscurité, tu vois plus rien et t'es dans... Donc je trouve ça intéressant de montrer ça peut aussi découler d'une certaine ascèse formelle, quoi. Le film d'horreur a tout basé là-dessus, hein. L'obscurité, la nuit. Tu vois pas, donc forcément, tout ce que tu vois pas te fait flipper, en fait. Ouais, au-delà de ça, ça me fait penser, ce que tu dis, à aussi, des choses assez anciennes. Typiquement, dans le bouddhisme Son, qui est une école bouddhique coréenne, il y a des représentations picturales qui sont les 9 étapes de la quête du bouvier à la recherche du bœuf, qui est une représentation du chemin que doit faire le sage bouddhiste pour tendre vers le nirvana. Et en fait, toutes les étapes, c'est des peintures coréennes, voilà, très classiques, avec des magnifiques arbres, des magnifiques montagnes, le bœuf, le bouvier et tout ça. Et la 8e étape, qui est du coup la conscientisation que la recherche de la sagesse, en fait, c'était uniquement le moyen pour parvenir au nirvana, mais qu'il y a quelque chose au-delà. C'est juste un rond noir sur un fond blanc.
Et pourtant c'est de la peinture ancienne, et même voilà, dans cette conception là il y avait l'idée que pour représenter finalement ce qui va au-delà de l'homme, la seule façon de le faire c'est le concept pur. Et je trouve ça vachement intéressant que ce soit vraiment quelque chose qui est ancré dans l'homme en fait, picturalement aussi. J'ai sonné le néant là. On est allé trop loin. Non, en fait, je réfléchissais à tout ce qu'il disait et j'ai l'impression qu'en fait, on oscille là dans les exemples qui sont donnés entre l'épuré, on va dire, et l'organique, et en même temps entre quelque chose qui serait de l'ordre de l'abstraction du coup et de sa force, et quelque chose qui serait, enfin, je fais pas forcément un strict parallèle entre les deux pôles. Enfin, c'est pas forcément une équation exacte, hein, mais voilà. Et donc entre l'abstraction et la pureté formelle et ce qu'elle peut procurer de vertige, et quelque chose où là peut-être on partira plus d'imaginaire horrifique, quelque chose du coup qui est plus de l'ordre, enfin qui relie au mythe en fait, et qui, enfin je sais pas si ça, comment dire, ce que ça peut vous évoquer, et qui est du coup on est dans l'incommensurable là, pas seulement parce que il y a un vertige de la pensée, mais aussi parce que on a des couches et des couches et des strates d'histoire, de représentation, et qu'on peut toujours puiser dedans. Enfin je sais pas si c'est quelque chose qui ça peut faire écho dans votre travail. Bah, déjà sur les mythes, c'est bien parce qu'en fait toutes les mythologies finalement c'est un moyen humain de casser cet incommensurable et de lui donner du sens, et justement de pas être pris dans le vertige de l'inconnu. On va inventer des mythologies, des religions, et comme ça tout a un sens, tout est à sa place, et ouf, tout va bien, on n'est plus dans l'incommensurable. Et ensuite, ouais, entre l'abstraction et justement les détails, finalement, on tend, plus on rajoute de détails, plus on va noyer graphiquement un dessin sous les détails, moins on va discerner finalement ce qu'on veut représenter. Et finalement, en mettant trop de détails, on finit par arriver vers une abstraction et vers un truc un peu finalement épuré. À force d'en rajouter tellement, on va noyer le regard, et puis on verra plus rien, quoi. Tu dis ça à cause de tes petits points, c'est ça? Ouais, bah entre autres, non. Je pensais, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon fanzine Paranophobia, où j'ai essayé un peu de représenter la peur, quoi. Tout, que ce soit des cauchemars, des phobies. Et du coup, on est pas mal dans l'incommensurable, je pense, de représenter ça. Et où je voulais pas je voulais pas représenter quelque chose de très tangible forcément. Et en fait de rajouter des petits points, des petits traits, jusqu'à plus soif, jusqu'à obtenir des dessins finalement hyper noirs, hyper sombres, et avec des fois un peu de lumière, mais même dans la lumière en fait il y a que des petits points, et ouais, essayer de provoquer peut-être pas l'effroi, mais au moins de traduire la peur en mettant trop, quoi. Du coup, tu peux passer sur Dieu, hein, tu vois. Ah bah ouais. Non, mais c'était dit un truc hyper intéressant. Quand je parlais d'existentiel, en fait, il y a un truc qui est vachement lié à ça, c'est que quelque part, et c'est super beau ce que tu as dit, dans le sens que la fiction, l'art, en fait, est censé nous donner, enfin, essayer de mettre en forme le chaos où on vient, de l'espace infini, de pourquoi est-ce qu'on tombe. Enfin, je pense aux premiers hommes, pourquoi est-ce qu'on tombe pas alors qu'il y a le ciel. Enfin, il y a plein de trucs. Qui, je pense, sont une vraie terreur sur laquelle on a pendant très longtemps pas pu mettre les mots, et même encore aujourd'hui la science peine parfois à aller jusqu'au bout des explications. Donc c'est vrai que il y a un truc qui est ancré en nous sans doute bien plus profondément, et dès qu'on va se trouver dans des situations de vertige comme ça face à cet incommensurable, qu'il soit architectural ou divin ou ce que tu veux, je peux imaginer que ça fait référence en nous à des choses bien plus archétypales que j'ai le vertige ou c'est trop grand pour être honnête. Voilà, du coup je pense que c'est intéressant que tu soulevé ça, parce que j'y avais pas pensé. En vrai, je pense que c'est totalement lié à ça. Ça nous ramène à notre fragilité en fait, et je pense que de la même façon que l'obscurité et les ténèbres nous ramènent à cette période où le feu était compliqué, la nuit supposait le froid, les animaux. Enfin, il y avait plein de choses, je pense, où on a aussi été conditionné à quelque part avoir des zones qu'on doit garder à distance parce qu'elles sont impensables. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de pensée gamin, mais la première fois qu'on vous explique ce que c'est l'infini, on te dit l'espace est infini. Moi, je me souviens très bien d'avoir
fermer les yeux, d'imaginer dans ma tête, ok, j'avance dans l'espace, ça fait des siècles, des siècles, il y a bien un mur, un truc, bah non, et le mur qui l'a construit, enfin, du coup, tu arrives à un paradoxe de pensée qui peut vraiment moi, je me sens gamin que ça m'a un peu fait bader premier degré, quoi. J'ai bloqué 2-3 heures et j'ai dit, ok, faut plus que je pense à ça parce que ça m'angoisse, quoi. Et je me rends compte que c'est un truc que je recherche au final. Avec le temps, tu finis par être fasciné par les choses qu'il te faut. Enfin, la fascination est un mélange de cette peur et quand même de cette ça reste de la magie. Le fait que l'univers soit infini et inexplicable, je trouve que pour moi, c'est un seul truc qui peut ressembler à Dieu. C'est de dire, ok, il y a une chose qui nous dépasse et nous dépassera sans doute toujours. Donc, il y a aussi une forme de mythe en termes de divin, quoi, là-dedans, quoi. Pas forcément très cool, d'ailleurs, assez flippant et inhumain, quoi. Et on retombe un peu là sur Lovecraft, justement, parce que finalement, ce qui est effrayant dans les récits de Lovecraft, c'est pas tant les bestioles. Là, on parlait tout à l'heure au marché Opus, là à côté, il y a une nana qui vend des petits Cthulhu en crochet, hyper mignons. Et du coup, j'allais y venir. Ouais, tu vois, et du coup Cthulhu, bah, en fait non, Cthulhu, il fait pas peur. Il est devenu un peu un truc mignon. Par contre, le vrai truc hyper effrayant dans Lovecraft, c'est vraiment la petitesse de l'homme face à l'espace et à des choses qu'on peut même pas comprendre, qui peuvent, qui nous dépassent dans tous les sens possibles. Et ouais, on a beau dessiner 1 million de tentacules à Cthulhu, ce sera jamais possible de représenter ce sentiment de n'être rien face à un monde qui nous dépasse complètement. À représenter Cthulhu, oui, effectivement, c'est débile parce que le représenter, ça veut dire que éventuellement. C'est pas débile, c'est sympa quand même de dessiner les Cthulhu. Si tu peux mettre un slip à Cthulhu, déjà tu perds quelque chose, quoi. Donc non, ce qui est bien chez Lovecraft, c'est justement tout ce qu'il y a effectivement autour des monstres, toute la terreur sourde, toutes les choses qui se passent sans qu'on voit rien. Tu sais qu'il y a quelque chose et t'as pas forcément envie de le savoir en fait à quoi ça ressemble. Le pire, c'est ce qui est, c'est ce qui se passe outre, quoi, vraiment. Et même ce que ça rejoint un peu ce que je disais avec le film d'horreur où on va filmer plutôt la victime qui a peur, souvent dans Lovecraft. Et je trouve que même j'irais plus loin en disant que les tentacules c'est le pire ennemi de Lovecraft parce qu'on le résume à ça, alors que quelque part je trouve que il va puiser de la terreur dans des choses plus architecturales liées au temps, liées au cosmicisme aussi. Enfin, je pense dans l'abîme du temps où en fait il te raconte des histoires d'entités voilà qui où on n'est rien, on n'est plus dans l'équation de l'histoire. En fait, c'est ça qui est vraiment. Et puis par exemple si il va plutôt nous faire peur de façon détournée avec un majordome qui écoute à la porte de son maître qui est revenu de voyage dans un pays étrange et qui psalmodie des choses la nuit et le lendemain matin il voit juste un liquide noir, une tache noire sur le sol. Et je trouve ça génial de réussir à faire par bande en fait. Et c'était souvent beaucoup plus efficace comme ça que en étant frontal. Ou alors il faut être très très doué. Il y a quand même des gens, je pense à François Barranger ou à d'autres choses comme ça qui arrivent tout en étant dans le classicisme de la représentation Lovecraftienne à quand même en montrer la démesure. Il y a des gens qui s'en sortent très bien. Mais je suis plus Team Gutanabe aussi où il est reparti dans un truc un peu plus début du siècle, noir et blanc, assez premier degré, mais il arrive quand même à aller chercher là-dedans justement la noirceur de Lovecraft plutôt que les monstres un peu dégueux, ce qui est vraiment pas, je trouve, au final on a gardé surtout ça parce que la licence est gratuite, qu'on a fait du jeu de rôle et tout, ce qui est super, mais c'est pas là qu'il est le plus fin et le plus terrifiant, je trouve. Ouais, et puis chez Lovecraft, il y a aussi tout ce qui est entre ces textes, parce que finalement tous ces textes c'est des petits fragments d'une œuvre qui pourrait être beaucoup plus vaste, et comme ils se déroulent tous dans le même univers mais qui sont pas forcément cohérents, qui manque, qu'il y a des trous, ils rajoutent des créatures un peu après, etc. En fait, en lisant un peu plusieurs d'affilée, on se rend compte de tout ce qui pourrait exister, qui n'est du coup pas du tout dans les textes de Lovecraft, mais vraiment dans la page blanche entre les deux nouvelles. Il pourrait y avoir 1 million de monstres encore pire que ce qu'il a écrit. Et ça aussi, c'est assez habile, en fait, d'avoir réussi à créer cet univers avec suffisamment d'éléments effrayants pour nous intriguer, pour nous donner envie d'aller un peu plus loin, mais avec aussi beaucoup de blancs et de trous que notre imagination doit remplir elle-même, et c'est là qu'il devient effrayant. Du coup, c'est peut-être aussi l'intérêt, j'étais en train de me dire, pour le coup, de la bande dessinée, parce que même si il y a de la représentation, il y a aussi des vides et des blancs et des choix de mise en scène, en fait. Donc,
Bah, dans la BD, il y a ce qui se passe dans les cases et il y a tout ce qui se passe dans les ellipses, c'est-à-dire l'intercase, qui est le moment où tu fais le lien avec la case entre la case d'avant et la case d'après. Et là, il se passe tellement de choses parce que le lecteur va y mettre tout ce que toi t'as pas pu décrire. Et c'est, je pense que c'est ça qui est super intéressant dans la narration séquentielle, c'est que aussi tu vas représenter les choses, mais tu vas demander au lecteur, lui, de faire tout le travail de connexion de case à case. Et là-dedans, dans cet interstice infini, en fait, tu peux y caser ce que tu veux, quoi. Tu cases tout ce qu'il n'y a pas dans le décor. Là, je reviens encore sur le hors cadre, c'est-à-dire que voilà, il y a encore tout un univers dans ce petit blanc qui ressemble à rien, qui est juste voilà. C'est entre deux traits, mais voilà, c'est à l'infini. On revient au truc de, si tu veux représenter un truc qui est incommensurable, ben un grand espace blanc avec une sorte de truc minuscule au milieu, tu vas dire mais c'est dingue, c'est énorme, mais en fait t'as rien fait. Donc voilà, less is more. Et j'avais envie du coup d'interroger Sianouk sur justement. Alors tu parles de hors cadre sur son travail d'artiste plasticienne justement. Alors ça qui se voit en fait particulièrement dans les couvertures. Notamment, moi, je vais encore citer Trafalgar parce que c'est un roman argentin que j'adore et qui voilà, un roman de science-fiction en plus extrêmement enfin, bon, je vais me taire, mais lisez-le. Mais voilà, faut le lire. Du coup, il y a vraiment un choix de couverture, donc que j'ai vu en regardant un peu ton travail, qui est en gros, il y a pas de fin en fait, il y a pas de limite, c'est comme une texture, voilà. Enfin, du coup, c'était un peu savoir comment tu travaillais ou qu'est-ce qui t'inspirait dans ce. Ouais. Bah en fait, en tant que, dans mon travail plastique personnel, je travaille énormément autour de la cosmogonie et de la notion de chaos primordial. Donc en fait, parce que on parlait tout à l'heure un peu des mythes et du fait justement d'essayer de se raconter des histoires pour apprivoiser cette peur finalement de l'inconnu, de ce qu'on peut pas appréhender. Et le fondement du mythe, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs même, la notion même de sacré, c'est ça, c'est de placer une frontière pour tenir à distance et aussi expliquer par certains aspects ces choses qui nous dépassent. Et le chaos primordial, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement vraiment la représentation de ce qu'il y a avant le moment où on commence à mettre en place ces histoires. Et souvent, dans les mythes cosmogoniques, finalement, le chaos, c'est vraiment les premières pages ou les premières lignes. Il est juste très rapidement évoqué. Je pense par exemple au mythe qui s'appelle Enuma Elish, qui est la création du monde par les Babyloniens, où finalement il y a cette idée qu'au début il y a juste deux principes aquatiques qui vont se mélanger, et de leur mélange naît ensuite les premiers dieux qui vont eux-mêmes ensuite créer le monde. Et je travaille énormément là-dessus, et ma façon de travailler picturalement sur cette notion de chaos, c'est justement d'utiliser la texture et les matières du monde, c'est-à-dire les matières par exemple minérales, la lave, le végétal, vraiment les formes brutes de la nature. Et surtout, ce qui est intéressant dans la texture, c'est que ça se retrouve à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Donc on va retrouver des textures qui sont assez similaires, que ce soit en zoomant, en regardant au microscope une bactérie, ou quand on va regarder une nébuleuse, il y a vraiment des formes, des motifs qui reviennent. Donc je pense que spontanément ça capte cette idée d'infini. Et quand on présente des mélanges de végétaux, de minéraux, de nuées, en les décontextualisant, finalement tout de suite ça leur donne une notion de chaos, d'infini qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, c'est ce que je trouvais intéressant quand j'ai fait cette couverture de Trafalgar. En fait, c'est plus une sorte de recueil de nouvelles qu'un roman, c'est-à-dire qu'on suit un personnage qui voyage à travers la galaxie et qui du coup rencontre des mondes et des peuples et raconte ses histoires, mais au café du coin en fumant une clope avec ses potes. Donc il y a ce décalage assez intéressant où on sait jamais en plus trop s'il raconte n'importe quoi et qu'il affabule totalement, ou s'il a vraiment vécu ça. Et c'était un peu, c'est toujours difficile d'illustrer un recueil de nouvelles. Il y a pas vraiment d'histoire en elle-même. On peut pas faire une scène. Et donc voilà, vraiment rendre ce vertige finalement du voyage et des possibles du roman. Donc en mixant
textures de montagne, de racines, de ciel et toutes les formes du cosmos qui sont assez fabuleuses, sur lesquelles j'ai aussi travaillé dans La Nuit du Faune. Juste un autre truc qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi une technique pour représenter l'incommensurable, c'est parce que n'est incommensurable. Enfin, les choses sont incommensurables pour nous en tant qu'humains. Et donc, c'est une question de référentiel. Je pense à des choses comme vous avez probablement vu Microcosmos. Et il y a cette scène où il se met à pleuvoir et on suit une petite coccinelle qui est au milieu des herbes qui du coup font 10 mètres pour elle et on voit que c'est une espèce de déluge biblique, quoi, alors que il pleut juste dans le jardin pour nous, quoi. Et d'avoir cette espèce de, il y a ça aussi dans l'aventure intérieure. Où c'est des gens qui se font miniaturiser pour aller tuer des cellules malades dans le corps d'un ami. Je crois, en gros, ils sont dans un vaisseau et les globules rouges deviennent des espèces. Enfin, tout le fait de changer. Donc, ça parle de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Tout peut être incommensurable dès l'instant où tu changes le référentiel aussi. C'est ça. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux très bien faire vraiment vibrer avec des choses très prosaïques, mais simplement, on va t'en donner une nouvelle vision. Et ça, on l'a pas évoqué, mais c'est aussi une autre façon de trouver de l'incommensurable là où tu le soupçonnerais pas forcément. Et ça me fait aussi penser au bouquin Stalker de Strugatsky, où sous-titré assez justement Pique-nique au bord du chemin dans certaines éditions. Parce qu'en fait, bon, j'imagine tout le monde. Et le titre original, en fait, veut dire Pique-nique au bord du chemin, Stalker. Ouais, voilà. Et donc, en fait, pour ceux qui connaissent pas, on est sur un roman russe, voire même soviétique, et où une zone a été contaminée probablement par des extraterrestres, et en fait les scientifiques organisent plusieurs expéditions dans cette zone et ils se retrouvent face à des phénomènes et des objets absolument incompréhensibles par les humains. Et en fait, et à un moment donné dans le roman, il y a ce déclic assez vertigineux où les scientifiques émettent l'hypothèse que finalement les artefacts laissés par les extraterrestres sur la Terre, c'est jamais que en fait les restes de leur pique-nique. Ils sont passés sur Terre et ils ont bu une canette, ils ont mangé un sandwich, ils ont jeté les emballages par terre et ils se sont barrés. Et en fait, les humains, on est comme des fourmis face à une canette d'extraterrestres, incapables de comprendre à quoi ça sert, comment ça marche. Et ouais, et du coup, on se retrouve vraiment nous mis à la place d'une fourmi face à quelque chose qu'on pourra jamais comprendre et qui nous dépasse complètement. Et qui en plus n'est rien pour, c'est un pauvre pique-nique. Oui, voilà, et c'est ça. qu'en C'est vraiment plus, le déchet du truc qui est formidable en fait, pour nous n'est rien pour les autres. Exactement. Voilà. Bah t'as ça dans de manière plus mathématique géométrique dans le bouquin Flatland de Edwin Abbott, où en fait t'as 3 parties, c'est-à-dire que tu commences avec même 4, je sais plus. Donc tu commences avec la vision du point. Le point ne voit rien à part lui-même. Il est dans sa dimension unique de point. Ensuite, tu passes à la dimension de la ligne. Ensuite, tu passes au plan. Et après, tu as la 3e dimension. Et du coup, toutes ces dimensions qui interagissent, c'est-à-dire que la 3e dimension, donc un cube, les objets qui, eux, sont en 2e dimension, en fait, quand le cube va les croiser, eux, ils ne verront que des lignes dont ils vont pas comprendre le passage. Parce que le cube, lui, va traverser le plan et du coup, ils vont pas comprendre ce qu'ils voient. Parce qu'ils voient pas le cube. Eux, ils ne voient que la surface plane des choses, quoi. Et t'as ça, et ceux qui sont en 2D, ceux qui sont en une dimension ne comprennent pas ceux qui sont en 2D, etc. Donc c'est des strates qui sont les unes sur les autres, que nous on voit ça de loin, on comprend tout ce qui se passe, mais ceux qui sont vraiment dans le premier plan ou dans le 2e plan ne voient pas l'intégralité de tout. Donc on retrouve cette notion d'infini, d'abstraction, de choses qu'on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas dans le même univers, en fait. On est dans quelque chose qu'on peut juste entreapercevoir, mais on voit pas la globalité, en fait, de ce qui se passe. Donc c'est voilà, c'est juste par le trou de la serrure, en fait. Yes. Oui, sachant que du coup, en vrai, en fait, on voit jamais la globalité de ce qui se passe. Ah non, et nous non plus en tant qu'humains. Voilà, c'est ça. En tant qu'humains, on croise des gens, on sait pas ce qu'ils pensent, et il y a on fait sans arrêt des nouvelles découvertes et on redécouvre des dimensions qu'on ignorait complètement jusqu'à présent. Il y a ça aussi, du coup, ça m'évoque une autre idée, dans les simulations de mathématiques. Alors, je suis nulle en maths, donc je vais dire des choses de manière très grossière et je vais faire grincer des dents. Mais par exemple, les fractales, où on a l'impression que ces représentations qui sont extrêmement troublantes, en fait, ça peut pas être, ça peut pas être produit par
de main humaine. En fait, c'est forcément un ordinateur qui va produire ça à partir de modèles mathématiques. regarde le chou romanesco. Ouais, mais c'est marrant parce que je voulais évoquer ça. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Si vous tapez 3D fractal animation et que vous rajoutez le mot Mandelbrot, alors c'est un modèle qui permet et en gros c'est souvent des vidéos en 3D avec une caméra qui bouge et qui vous fait rentrer donc dans des architectures fractales, c'est-à-dire que vous voyez une forme et dans cette forme il y a des milliers de fois la même forme et plus on zoome, plus on se rend compte qu'en fait on rentre toujours dans un rapport d'échelle qui nous donne l'impression que c'est infini quoi. Et c'était une des choses que je voulais parler dans l'incommensurable, c'est le virtuel justement et des choses que l'homme ne pourrait pas faire. Et je trouve qu'on il y a encore assez peu d'exemples. Je pense à No Man's Sky, par exemple, qui est un jeu d'exploration spatiale où il avait été vendu, en tout cas marketé au début, comme quoi le jeu était il était généré procéduralement et chaque planète avait faisait un jeu 2D avec la physique et puis disait, il y aura des arbres comme ça, des animaux comme ça. Et tu pouvais carrément découvrir et donner le nom à l'espèce que tu étais le premier dans cet univers à découvrir. Et il y avait la promesse il y aura dans une vie on pourra jamais croiser un autre joueur alors même qu'on joue tous dans ce truc tellement l'univers est immense et du coup même si c'était pas forcément vrai, enfin voilà, il y a eu des petits le jeu et je pense que le jeu vidéo sera un des facteurs un des générateurs d'un nouveau vertige lié à des architectures qui seront plus du tout destiné à servir il y avait déjà ça dans la fiction, mais là dans le jeu vidéo tu as maintenant la possibilité de les arpenter et du coup il y a beaucoup de jeux, notamment des walking simulators ou des choses comme ça qui sont vraiment centrés sur ta perception. Je pense aussi à la VR qui je pense ira aussi vers des choses comme ça où t'as pas forcément même besoin d'un gameplay très développé, juste de pouvoir te retrouver dans des volumes et des perceptions assez réalistes de choses vraiment inhumaines. Je pense qu'il y a aussi des choses, c'est déjà le cas, mais des choses qui vont émerger une forme de nouveau vertige virtuel mathématique, tu vois, qu'on pourra expérimenter virtuellement de façon de plus en plus réaliste, quoi. Et puis ce qui est juste sur les fractales, ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est des objets ou pas des objets, mais qui se contiennent eux-mêmes. Rien que ça, de conceptualiser quelque chose qui se contient à lui-même et qui se répète à l'infini à toutes les échelles. Voilà. Je regarde un peu l'heure. Il y a peut-être des questions. Il est 15h. Je me disais que c'était peut-être le moment de. Déjà merci, franchement, c'était super intéressant. Et Et donc voilà, si dans le public vous avez des questions, par passer des micros. Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question parce qu'on a beaucoup parlé du comment représenter l'incommensurable et je me posais la question du pourquoi, qui a été notamment évoqué rapidement par Quentin, notamment dans le cadre de l'illustration de livres. Par exemple, on a parlé d'illustrer Lovecraft, etc. Et qu'est-ce que, en tant qu'artiste, vous pensez que l'illustration peut apporter par rapport à l'écriture ? Parce que finalement, à partir du moment où vous illustrez, vous figez aussi une façon d'interpréter l'imaginaire. Et du coup, c'est déjà un parti pris sur ce qui est écrit. Et voilà, et du coup, je voulais voir en tant qu'artiste, pourquoi est-ce que ça vous intéresse en fait d'aller illustrer l'incommensurable ? Pour moi, c'était vraiment... je suis pas forcément d'accord avec le fait que ça fige quelque chose. Alors, c'est sûr, si on illustre un personnage ou une créature, on lui donne un visage... Et on peut un peu limiter l'imagination, mais c'est pas, pour moi, c'est vraiment pas la seule manière d'illustrer. Et une des manières, en tout cas, qui moi m'intéresse, c'est vraiment d'étendre l'univers et de, par l'illustration, de montrer des trucs qui étaient pas forcément dans le texte et d'aller encore plus loin, en fait, que ce qui était proposé. Et dans Tist, là, de Louvain, c'est un peu ce qu'on a fait, où il fallait que je cartographie, du coup, l'univers. Donc, on peut penser que la carte, voilà, c'est vraiment un truc, il y a des frontières, il y a des limites. Donc, on est vraiment dans le côté, on va limiter, mettre des frontières et tout. Et alors que l'univers qu'elle décrit, il y a vraiment, déjà différents niveaux d'univers, et puis elle exalte vraiment une vraie liberté dans cet univers-là. Du coup, j'ai décidé de faire plusieurs cartes, dont une où il y aura vraiment aucune frontière. Du coup, ça donne une carte où il n'y a pas de ligne, c'est un peu une anti-carte et une carte qui serait destinée, du coup, à des non-humains qui seraient pas lisibles par nous et où il y aurait pas de frontières, pas de limites et
et justement une carte dans laquelle on pourrait se perdre et voilà, donner vraiment une autre dimension par l'image que le texte aurait pas pu donner. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Non, enfin après comme tu le disais, oui, c'est un parti pris, c'est une vision d'une personne qui choisit de dessiner les choses comme ça. Après, tu demandes à un deuxième dessinateur, il va te faire complètement autre chose. Donc en fait, on pose pas un truc absolu, ultime, où c'est ça et rien d'autre. En fait, nous, on donne la vision. Alors pourquoi le faire dans ce cas? Alors moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu un plaisir fou avec les livres illustrés. Je trouve que c'est chouette, c'est beau. Enfin, ça te donne une petite fenêtre, tu vois, sur la lecture. T'as quelqu'un qui t'ouvre la fenêtre, qui dit bah voilà, ça pourrait ressembler à ça. Tu prends pas, ou toi ta vision est complètement autre, donc tu choisis de l'ignorer. Mais après c'est voilà, ça te comme disait Arnaud, en fait, ton imaginaire, il est saisi là et il est rebalancé sur autre chose. Donc c'est pas il y a le pourquoi. Après, nous on est dessinateurs, donc on a envie de dessiner. Quand on lit quelque chose, on a des images aussi, et on a parfois envie de les poser aussi sur le papier parce que voilà, ça nous interpelle. Donc c'est un plaisir déjà hyper égoïste de notre part. Et puis voilà, après c'est un désir d'éditeur aussi de mettre des dessins dedans, mais après au lecteur de faire son choix. Hein. Il y a pas d'impératif sur ces dessins-là. C'est une idée, c'est une image, on le donne à voir. Après, soit tu adhères, soit non. Hein. Il y a pas de. Je rebondis 2 secondes parce que t'as raison, on pourrait se poser la question du pourquoi, mais je prendrais le truc par l'inverse. Il y a aussi beaucoup d'œuvres. Moi, la bibliothèque de Babel, je me suis intéressé au livre parce que j'en avais vu des illustrations et j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce lieu. Enfin, je comprends pas ce que je vois, j'ai envie d'en savoir plus. Et puis tu vas regarder les peintures de John Martin qui illustre par exemple le Paradis perdu de Milton ou le Pandémonium. Enfin, il arrive complètement à et je me serais pas intéressé au Paradis perdu si j'avais pas vu l'étoile de. Donc il y a aussi je pense un dialogue. Parce que là, tu parlais du fait d'adapter un texte qui parlait d'incommensurable, mais tu as aussi des artistes qui ont envie de représenter des choses qui est leur vision de l'incommensurable et qui, quelque part, sera la leur. Mais toi, va peut-être résonner différemment chez toi parce qu'ils vont utiliser des textures. T'as aussi ta part de réception qui va jouer. Eux, certes, ils te donnent une vision qui peut sembler arrêtée, mais en fait, tu vas pas le recevoir comme la personne à côté de toi. Donc, c'est une forme d'alchimie où, quelque part, chacun, il verra aussi ce qu'il veut. D'autres vont être fascinés, d'autres vont être terrifiés, ça va rien leur faire. Enfin, et c'est aussi ça que quand tu envoies une image que tu l'as terminée et que tu l'envoies dans le néant, dans l'inconnu, elle t'appartient plus et elle fera pas la même chose à tout le monde. Et c'est ça quand même peut-être le chose qui relativise le fait que ça va rebondir dans les imaginaires des gens, inspirer d'autres gens. C'est aussi un truc que je vois. Beaucoup de gens se sont mis à faire des trucs peut-être gigantiques parce qu'ils ont vu tu vois, Shadow of the Colossus, le jeu vidéo, c'est parce qu'il adorait Giorgio de Chirico. Niei, il a fait Blame parce que il était architecte plus jeune et puis il a découvert Skeutons et les villes de Bilal et il est devenu fou. Il est rentré chez lui au Japon faire ça, quoi. Donc je comprends l'idée de dire pourquoi représenter quelque chose qu'on pourrait se contenter de laisser à l'imagination, mais je pense qu'en fait il y a pas que des gens qui lisent des livres et une image en elle-même a une puissance qui parfois, je trouve, les mots viennent aussi parfois contraindre, alors que l'image en elle-même, elle t'offre une poésie, un truc que tu vas devoir un peu co-construire avec ce que tu regardes, alors qu'un livre peut être quand même dans des mots qui ont un signifiant clair et que tu vois ce que je veux dire. Donc je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire quand même. Et moi, j'ajouterais même que en tant que créateur ou que raconteur d'histoire, la logique me paraît pas fondamentalement différente d'utiliser du texte, des mots, de l'image ou même de la musique, de la photographie. Finalement, le choix des mots dans un livre va aussi limiter ou induire l'imagination autant que le choix de ce qu'on va représenter en image, que la technique, etc. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de choisir un médium pour faire passer une histoire et que ce médium-là soit des mots, du texte, des images, des traits, enfin n'importe quoi. La démarche est toujours la même pour moi. Je pense que fondamentalement, au final, c'est avant d'être des illustrateurs, on est des artistes ayant choisi le médium graphique, pour exprimer une pulsion qui nous anime. Et comme quasiment tous les humains, on a cette pulsion aussi
l'incommensurable, enfin cette fascination pour ces choses qui nous dépassent, et on a choisi ce biais-là pour les représenter tout simplement, et parce que ça nous amuse, et c'est ça qui nous fait vibrer aussi tout simplement. Et je rebondis 2 secondes. On a beaucoup rebondi. J'y ai pas pensé, mais je vais essayer de vous le résumer très vite. Essayez de trouver ça sur internet. Ça s'appelle Jerry's Map, donc la carte de Jerry. Et c'est un retraité qui du coup s'ennuie. Il a fini son taf, il se pose dans sa cave, il a envie de dessiner un peu, donc il prend une feuille A4 et il dessine une ville en vue zénitale. Donc il fait les rues, des petits carrés pour les bâtiments et tout. Puis il arrive sur les bords de sa feuille. Et il se rend compte qu'il a envie de continuer, donc il pose une feuille A4 à côté de la deuxième, il continue les rues et tout. Et puis il va donner un nom à cette ville, et très vite il se dit qu'il veut mettre de l'aléatoire dans ce truc. Donc il commence à faire un jeu de cartes sur lequel il met des ordres entre guillemets, alors c'est des ordres de quelle feuille mettre dans quel sens, est-ce que je mets des champs, des trucs. Donc il se met des contraintes comme ça, et en fait il laisse le jeu de cartes, donc le hasard, donc le chaos, donc une forme de divinité, tu vois, aléatoire, décider pour lui le truc. Et ensuite, il donne un nom à sa ville, je sais plus comment elle s'appelle, mais il l'expose en musée. Il y a maintenant parfois 3000 feuilles côte à côte, c'est peint, etc. Et il a ensuite introduit le néant. Donc, dans sa mythologie de sa ville, il s'est dit, je vais rajouter une carte qui dit, ici, il y a du void, il appelle ça. Et du coup, c'est du blanc, et le blanc est en train d'essayer de manger la ville et de détruire, et du coup, à la fin, c'est hyper émouvant parce que c'est quelqu'un qui est pas vraiment artiste, quoi. Il est plus dans le plaisir de voir quelque chose se faire. Alors, ses dessins sont très beaux, mais c'est des aplats de couleurs, des bouts de journaux. Après, il met du collage. Enfin, allez voir ce truc, c'est hyper émouvant parce que au final, c'est quelqu'un dans sa cave qui dit, en fait, j'ai l'impression de regarder Dieu créer ce truc, et c'est hyper émouvant, et c'est totalement en fait essayer de créer un incommensurable où quelque part il y a même plus tellement d'intervention humaine, sinon que d'exécuter les ordres que le chaos lui a donnés. Et c'est vraiment incroyable, c'est sur 10 minutes, donc foncez voir ce truc si vous pouvez. C'est totalement finalement dans le thème, mais par quelqu'un qui cherche plus voir la chose se faire en dehors de lui que de dire comment je vais le représenter moi. Et ça, c'est assez émouvant aussi. Ouais. Bonjour, merci pour la conférence. Moi, je voulais revenir sur la finalité finalement de l'incommensurable. On en a beaucoup parlé, enfin vous en avez beaucoup parlé plutôt. Finalement, avec des termes spontanément assez négatifs, on a parlé de vertige, on a parlé d'horreur, de peur, d'angoisse. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà essayé de représenter l'incommensurable pour transmettre quelque chose de plus positif, je sais pas, une sorte d'apaisement? On a parlé très rapidement du sense of wonder en début de conférence. Enfin voilà, quelque chose de finalement de beaucoup plus positif. Sinon, pourquoi en fait? Pourquoi pas? Vous êtes chelou là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais t'as raison, c'est hyper intéressant. Pour moi, dans mon travail, c'est fondamentalement positif en fait. Enfin, c'est vraiment, plus que le vide et l'horreur, c'est vraiment le creuset de la création et de tous les possibles qui y sont contenus. Donc c'est vraiment ça, effectivement. Enfin, plutôt ce sense of wonder et cet émerveillement de ce pouvoir créateur de tout ce que le chaos contient, que j'essaie de représenter plus que la peur. Mais après, je pense que ça produit des effets différents devant des gens. Des œuvres que certaines personnes, certaines de mes gravures que des gens trouvent fabuleuses et qui les font voyager, d'autres vont les trouver oppressantes justement à cause de cette profusion et de ce chaos. Donc après c'est aussi l'appréciation qui joue. Bah ouais, parce que effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'infini, le très grand, fait un peu peur parce que du coup t'arrives pas à le mesurer, et que l'homme il a tendance quand même à vouloir ramener les choses à sa personne, quoi, qui est pour le coup un peu petite pour ces choses et qu'il a du mal à envisager. Donc effectivement, il y a peut-être plus un côté effrayant à tout ça, mais il y a aussi le fait que si c'est incommensurable, ça veut dire que tu as beaucoup de choses à aller explorer. Donc ça c'est bien aussi. Il y en a qui adorent ça, de ne pas savoir ce qu'il va y avoir derrière, etc. Donc c'est plutôt, ça peut être aussi vu sous cet angle-là, qui est qu'est-ce que me réserve la page suivante, quoi. C'est ça. Il y a eu quand même quelques œuvres qui jouent un petit peu avec ça. Je pense à la fin de Cube, où il y a notamment un des personnages qui rentre dans une espèce de blanc comme ça. Mais c'est très léger. C'est souvent associé à une forme de paradis. Je pense aussi à la fin de Lost. Tu vois, une espèce de plénitude comme ça qu'on abstrait parce qu'en fait quelque part c'est absolument impossible à représenter. Et je pense qu'on a moins de référents dans notre humanité de cette plénitude que des vertiges plutôt négatifs qui pourraient en découler. Parce que c'est ramené en fait à notre perception de l'espace. En fait, je pense tout simplement, t'as un truc,
on n'est pas programmé pour être à l'aise face à des trucs gigantesques où on n'arrive plus à en estimer la taille, la texture, le sens même. Et donc c'est peut-être pour ça que. Et puis je trouve, moi je prêche pour ma paroisse, mais c'est quand même la peur et l'angoisse sont des moteurs quand même vachement plus puissants en termes de narration, d'intrigue, etc. que peut-être la promesse d'une forme de plénitude qui quelque part peut aussi être un peu vide de sens, quoi. Bah, je suis juste bien, c'est juste parfait. Le chant de Marguerite. C'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a moins de prise peut-être pour en faire une construction narrative forte. Alors ça doit sans doute exister, mais j'ai pas forcément d'exemples beaucoup moins en tout cas, qui viennent que de moments où c'est fait pour utiliser une forme de vertige cosmique, quoi. Oui, parce que pardon. Du coup, tu parlais de Cube. C'est marrant parce que Vincenzo Natali a fait un film qui s'appelle Nothing. Nothing, où tout est blanc autour de la maison. Tout est blanc et c'est les mêmes acteurs les deux mêmes acteurs que dans Cube d'ailleurs. Et du coup, c'est une sorte de suite qui serait pas vraiment une suite, mais où deux personnages se retrouvent. Enfin, ils ouvrent la porte de chez eux et tout est blanc. Il y a plus rien. Ou il y a tout, on sait pas exactement. Et ils se retrouvent là tous les deux à se questionner sur qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, quoi. Il y a plus rien. Donc voilà, il y a tout un truc et c'est assez drôle en fait. C'est un film qui est contrairement à Cube, est un film assez comique qui joue vraiment sur le jeu d'acteur juste de personnages. Donc je te le conseille si tu veux voir de l'incommensurable drôle. Nothing. Ouais, moi je suis vraiment dans l'horreur et le mystère, tout ça, donc je pourrais te répondre juste non, voilà. Mais en fait, je trouve pas ça si négatif que ça. Enfin, bon, même les bouquins d'horreur, enfin, ça va, on fait des bouquins. C'est pas non plus, tu le refermes, c'est bon, l'histoire elle est finie. Et c'est ce que disait Quentin, en fait, c'est une manière assez safe finalement de se confronter à des émotions qui peuvent être finalement positives. Et tu peux quand même retirer des choses positives, des émotions comme la peur, des trucs comme ça, via les bouquins. Ouais, voilà, c'est un petit vertige assez safe, donc pas si négatif que ça, même quand on fait des monstres. Monstres gentils. Ouais, et puis de façon un peu plus philosophie de comptoir, c'est sans doute aussi une phase un peu comme de la mithridatisation de l'empereur qui prenait un peu de poison tous les jours parce qu'il était persuadé qu'il allait mourir empoisonné en se disant si j'en prends un peu, ça me fera peut-être pas d'effet. Et je pense qu'il y a aussi une façon de se confronter de façon safe à des choses qui rappellent la mort, c'est-à-dire la fin de tout, une forme en tout cas si on n'est pas croyant, t'attends vers une forme de néant, de fin qui est je pense un des moteurs principaux de toutes les fictions aussi, c'est notre façon de la dépasser, voilà, et sans doute que c'est une façon d'appréhender ces questions-là hors de la religion, donc dans une forme de mythe moderne. Et en tout cas, moi, ça me parle de ça sans que je passe par ce référent-là, et j'arrive quand même à questionner des choses sur le rapport au néant, quoi, et à la fin, en fait, aussi. Une note joyeuse pour finir. Bonjour. On a beaucoup parlé d'architecture pendant cette séance, mais on n'a pas beaucoup parlé de l'espace, qui est pourtant assez incommensurable dans ce qu'on imagine. Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous a déjà inspiré? Tu remplis une feuille de noir, c'est bon, t'as l'espace. Tu fais des petits points. Ouais, tu sais, les petites projections avec l'encre blanche. Effectivement, ouais, je pensais en parler un moment, mais alors, par exemple, moi, il y a des illustrateurs qui m'ont mis sur le cul, comme Manchu, par exemple, Manchu, quoi, qui a représenté, qui a fait énormément de couvertures de bouquins de SF avec des vaisseaux spatiaux et l'espace, quoi. Et effectivement, on peut résumer ça peut-être à un truc tout noir avec quelques points blancs. Alors après, Anouk le disait, les nébuleuses, tout ça, il y a des choses. Artistiquement, c'est juste un truc fou. Les nébuleuses, t'as envie de faire ça. Il y a pas que ça. Par exemple, ne serait-ce que la surface de Jupiter avec ces nuages qui sont complètement fascinants. Donc ouais, moi personnellement, c'est de la peinture abstraite, quoi. C'est ça, ouais, c'est Van Gogh à l'échelle de Jupiter, quoi. Donc c'est complètement fou. Et moi, c'est vrai, effectivement, oui, ça m'inspire. Donc je pourrais juste répondre oui à la question, mais oui, il y a des formes et des échelles dans l'espace qui sont complètement fascinantes. Ouais, c'est vrai que peut-être que c'était tellement évident qu'on l'a moins évoqué. Du coup, en fait, le truc, c'est que l'espace est tellement grand que pour faire qu'il soit grand,
t'es obligé de mettre quelque chose dedans, quoi. Même une planète, des fois, tu te rends pas vraiment compte. Il faut ramener l'échelle humaine la plupart du temps. Donc, effectivement, le vaisseau spatial, c'est le truc de base. Et en fonction de l'échelle du vaisseau et de ce qu'il y a autour, tu pourras montrer à quel point c'est grand et tellement infini, quoi. Mais ça reste quelque chose d'impalpable, l'espace. Je veux dire, on le voit. T'as juste à lever la tête chaque nuit. Enfin. À la campagne, hein, parce que en ville c'est pas la peine. Tu as l'incommensurable tout le temps au-dessus de toi, quoi. Et plus il y a d'étoiles, plus c'est dingue généralement. Quand t'as qu'un ciel noir, tu te rends moins compte de la chose, mais plus il y a d'étoiles et plus si tu vois la Voie lactée, là tu tombes à la renverse, quoi. Donc c'est je sais pas, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Après c'est vrai que nous on est moins dans la SF pure. Pour ça qu'on n'a pas trop parlé de space opéra ou d'espace en soi, de vaisseaux spatiaux, parce qu'on est plus on est dans autre chose, donc c'est pour ça on l'a peut-être moins abordé, mais c'est c'est quelque chose qui est inhérent à la SF ou aux littératures de l'imaginaire et tout ça. C'est oui, effectivement, l'espace est tellement vaste et donc oui, il se représente, mais il y a des tas de façons de faire. Il y en a plein. Enfin, il y a énormément d'auteurs qui ont essayé de le faire, qui sont plus ou moins bien arrivés, voilà. Mais pas nous. Ouais, puisque ce que j'aime bien dessiner quand je fais l'espace, c'est justement ils mettent des formes ou des créatures qu'on distingue pas forcément, parce que mon espace c'est donc mon fond noir. Je mets quelques étoiles et en fait là où il y a pas d'étoiles, c'est finalement l'ombre de la créature qui se détache un peu en négatif et qu'on peut aussi un petit peu imaginer. Et puis avec la lumière, on rajoute quelques petites touches de blanc. Comme ça, on a un bout du contour de la créature et le reste vraiment en noir. Et c'est aussi ça, là, ce qui est un peu incommensurable et effrayant. On retourne dans le négatif, désolé. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter parce qu'il y a une conférence un peu après. Merci Voilà. beaucoup d'être venu. Merci à tous.